Salut les dieux à cuire et contente de vous retrouver pour la deuxième fois cette semaine pour la partie 2 de notre série spéciale Jeux Olympiques. Donc petit rappel du concept pour les nouveaux arrivants, cette semaine j'ai publié 4 vidéos et dans chaque vidéo je vais parler de 6 ou 7 sports présents aux Jeux Olympiques d'été et pour chaque sport je vais parler d'une femme qui a vraiment marqué l'histoire de sa discipline. Si vous n'avez pas vu la partie 1, c'est pas grave, les parties sont indépendantes. Je vous encourage quand même à faire un petit tour puisque on a quand même vu des badass assez intéressantes. Et écoutez, sans plus tarder, partons à la découverte ou redécouvrons cette nouvelle héroïne. Alors pour cette première histoire, on attaque avec du lourd puisqu'on va parler de la nageuse Gertrude Ederle. Donc déjà Gertrude, c'est une battante, c'est une autodidacte incroyable. À l'âge de 13 ans, elle apprend à nager toute seule en voyant des adolescents à la plage, elle va les imiter. Et pourtant, au début, personne ne voulait qu'elle nage puisque enfant, à l'âge de 4 ans, elle a attrapé la rubéole et ça l'a laissée pratiquement sourde puisque la maladie attaquait ses tympans. Mais elle va quand même nager. Et elle va se montrer si douée qu'elle va être opérée par l'Association américaine féminine de natation, qui va lui donner un coach et la faire concourir à des compétitions. Et elle était si douée qu'entre ses 16 et 20 ans, elle va battre 29 records. Donc elle va se qualifier aux Jeux Olympiques de 1924, où elle va gagner 3 médailles, dont une en or. Mais le rêve de Gertrude, c'est pas les JO. Son rêve, c'est la Manche. En 1875, un nageur avait réussi à traverser la Manche à la nage, mais aucune femme ne l'avait fait, et Gertrude veut être la première. Elle fait une première tentative, c'est un échec. Elle en fait une deuxième, le 6 août 1926, et vous allez voir. Au début, personne ne mise sur elle. La mer était très mauvaise ce jour-là, très agitée, elle était froide, 16 degrés, mais Gertrude, c'est une battante. Et fun fact, le jour de son départ, donc elle était en maillot de bain 2 pièces sur la plage, et c'était la première fois qu'une femme s'affichait en public en maillot de bain 2 pièces. Et donc, elle va s'élancer. À cause de mauvais temps, il y a du courant, et donc du coup, elle part à la dérive. Donc du coup, elle doit nager des kilomètres en plus de ce qui était prévu. Mais elle arrive à traverser la Manche en 14h39 minutes. Ce qui est déjà un exploit. Mais tenez-vous bien, malgré le fait qu'elle ait dû faire des kilomètres supplémentaires, elle a battu le record masculin. Et elle va conserver ce record, tous sexes confondus, pendant 25 ans. Et j'aurais aimé vous dire que le reste de sa vie fut merveilleux, mais non. Déjà, elle va très mal tolérer cette pression médiatique. Les médias la lâchaient pas, ils la harcelaient pour qu'elle fasse mieux, pour qu'elle fasse un nouveau record. Et elle est très timide et donc elle vivait très mal cette exposition. Financièrement, ça n'allait pas non plus puisqu'elle n'a rien touché pour son exploit. Elle n'avait même pas pensé à breveter son maillot de bain 2 pièces, si bien que on lui vola son idée. Elle se blessa à la colonne vertébrale, donc elle ne put plus concourir. Et à 40 ans, son problème au tympan s'aggrava et elle devint complètement sourde. Et moi, quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a rendu vraiment triste parce que Gertrude, sur les photos, dans les vidéos d'époque, elle a toujours un grand sourire. Ça se voyait que c'était une fille bien. Et savoir que la deuxième partie de sa vie fut si pénible, moi j'ai vraiment trouvé ça injuste. Quelques mots sur l'histoire des femmes en escrime au JO parce que j'ai juste pas compris cette histoire. Donc, si l'épreuve de fleuret s'est ouverte aux femmes dès 1924, il faut attendre 1996 pour que l'épée s'ouvre aux femmes. Et tenez-vous bien, 2004 pour que les femmes puissent entrer en compétition en sabre. J'ai pas compris pourquoi il y avait comme ça 60 ans et même 80 ans de différence entre les différentes disciplines. Alors Julie Daubigny, sa vie ressemble un petit peu à celle de Lady Oscar dans le sens où son père voulait un fils. Il a une fille unique. Il l'a élevée comme un garçon et lui a notamment appris l'escrime. Et Julie était tellement douée qu'elle va devenir une célébrité à Paris, devenir une des meilleures escrimeuses. Donc les gens faisaient la queue pour faire des duels avec elle, parce que c'était aussi une sanguine, hein, Julie. Sa vie, non mais sa vie est incroyable. Et elle acceptait toujours ses duels. Et pourtant, les duels étaient sévèrement punis, hein, puisqu'ils avaient été interdits sous Louis XIII par Richelieu. Et les contrevenants, qui étaient pris en flagrant délit de duel, pouvaient être condamnés à mort. Hein.
Mais bon, il en fallait plus pour faire peur à Julie. À un moment, elle va vouloir fuir la police parisienne et donc va s'enfuir avec son amant à Marseille. Donc là, elle va gagner sa vie comme escrimeuse professionnelle. Elle va faire des démonstrations d'épée devant des publics. Bon, là encore, elle va y avoir plein de frasques. On dit même qu'elle a mis le feu à un couvent parce qu'elle était amoureuse d'une novice. Enfin bref, du coup, elle va devenir cantatrice à l'Opéra de Paris. Mais ne pensez pas qu'elle va s'assagir. Elle va continuer ses duels et jusqu'à sa mort assez jeune, hein, à l'âge de 37 ans. Et si j'en parle là, c'est parce qu'il faut vraiment garder à l'esprit qu'à l'époque, Mademoiselle de Maupin, un juif de Bigny, était vraiment une grande célébrité. Alors là encore, ça n'a pas été facile de trouver vraiment dans l'histoire une femme qui a vraiment profondément changé l'histoire de la boxe, puisque c'est un sport qui s'est ouvert vraiment tardivement aux femmes. Et la première femme à avoir été reconnue par la World Boxing Association championne du monde, c'était une Française, même c'est, hein, parce qu'elle est toujours vivante, Myriam Lamar. Et elle a eu un parcours assez touchant elle aussi, puisque à 17 ans, elle a dû arrêter ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Et donc la boxe, c'était vraiment son défouloir, sans moyen de se vider la tête. Et elle va être talentueuse, donc elle va devenir vice-championne de France. Et ensuite, championne du monde, à 2 reprises. D'ailleurs, on va la surnommer la tueuse, puisque en 23 combats, elle n'en perdra que 3. Alors, cette fois-ci, on part en Italie, on va parler d'Alfonsina Strada. Donc Alfonsina, elle vivait dans la campagne, et pour elle, le vélo, c'était un outil de liberté incroyable. Et elle va se passionner de vélo. Donc elle va faire quelques courses en amateur, puis quelques vraies courses quand même en Italie. Elle n'aura jamais peur hein, d'entrer en compétition avec des hommes. Mais son rêve, c'est le Giro. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en cyclisme, mais il y a 3 grandes compétitions de cyclisme. Donc, il y a le Tour de France, il y a le Giro, donc le Tour d'Italie, et il y a le Tour d'Espagne. Et elle va se lancer en 1923, alors qu'elle a 33 ans. Donc, elle va s'inscrire sous le nom d'Alfonsin, puisque si elle s'était inscrite sur son vrai nom, on n'aurait jamais accepté son inscription. Bon, bien sûr, le jour de la course, on se rend compte que c'est une demoiselle hein, qui se présente. Enfin, une demoiselle, elle était mariée, c'était une madame qui se présente. Mais finalement, les organisateurs de la course se sont dit oh, ça va faire le buzz. Au final, laissons-la courir, laissons-la s'amuser. Ça va plaire aux journalistes. Mais en fait, elle va faire plus que s'amuser, puisqu'elle va parvenir à finir le Tour d'Italie. Alors, elle sera un petit peu hors temps, mais dites-vous bien que quand les coureurs se sont élancés, ils étaient 90. Il n'était plus que 30 à franchir la ligne d'arrivée. Donc en fait, Alfonsina, elle a fait mieux que 60 coureurs masculins, puisque elle au moins, elle a réussi à terminer le tour. Et elle va ainsi devenir la première et la seule femme de l'histoire du cyclisme à avoir officiellement fait un des 3 grands tours. Alors je dis bien officiellement, puisqu'en 1908, la surdouée du sport Marie Mervin, une femme incroyable, j'en parle dans ma vidéo sur les Auvergnates qui gagnent à être connues, avait fait le Tour de France, sauf qu'en fait elle n'avait pas de dossard. Donc du coup, sa performance n'a pas été validée. Donc par la suite, elle va continuer à faire des compétitions et à la fin, va ouvrir un magasin de vélo. Et à la fin de sa vie, elle va troquer le vélo contre la moto, elle va se passionner de moto et malheureusement, elle va mourir dans un accident de moto. Alors quand j'ai eu cette idée de vidéo, je me suis dit que certains sports allaient me poser problème et que peut-être je ne trouverais pas grand-chose à dire dessus. C'était un peu le cas du taekwondo, donc le taekwondo qui est présent au JO depuis 2000. J'ai pas trouvé de grandes femmes qui ont marqué l'histoire de ce sport, de cet art martial coréen. Sauf que pendant mes recherches, je suis tombée sur une anecdote vraiment intéressante qui s'est passée en avril 2021, donc c'est tout récent, et qui impliquait Aminat Idris, donc une joueuse professionnelle de taekwondo nigériane. Donc celle-ci faisait une compétition officielle au Bénin et elle a remporté une médaille d'or alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Alors petite précision quand même, Aminat, elle concourait non pas dans une épreuve avec contact, elle était plutôt dans une épreuve de démonstration.
Donc en fait, elle n'avait pas d'adversaire en face d'elle, elle risquait pas de se ramasser un coup de pied dans le ventre. Mais quand même, quand on voit les photos et les vidéos, on voit que malgré ses 8 mois de grossesse, elle était quand même très souple. Et ce qui est un petit peu désolant, c'est que dans les jours qui ont suivi cette épreuve, ben, elle a reçu beaucoup de haine sur Internet, notamment de la part des conservateurs. Mais elle ne s'est pas laissée démonter, elle a répondu calmement à ses détracteurs, qu'elle n'était pas folle, qu'au préalable, elle avait demandé leur avis à plusieurs médecins du sport, et que tous lui avaient dit que comme sa grossesse se passait très bien, elle pouvait faire cette démonstration. Donc voilà, en tout cas, j'espère que dans les années à venir, on entendra de nouveau parler de cette jeune athlète et que ben, peut-être on la verra dans quelques années concourir aux Jeux Olympiques dans sa discipline. Alors parlons d'un sport beaucoup plus médiatisé que le taekwondo, puisqu'on va parler du football, et plus précisément de Lily Pars, une des pionnières du foot féminin. Plus jeune, elle avait une passion, c'était de jouer au rugby et au foot avec ses frères. À l'adolescence, elle va se faire recruter par une équipe de foot et qui va très vite devenir une des meilleures équipes de foot du pays. Et fun fact, c'est qu'à l'époque, certes, Lily jouait contre des équipes de foot féminines, mais aussi contre des équipes de foot masculines. Il y avait comme ça des matchs mixtes. Et ça lui faisait pas du tout peur, puisqu'elle avait vraiment la réputation d'avoir des tirs aussi forts que les hommes. Et elle va très vite, avec son équipe, jouer en Europe, mais aussi aux États-Unis. Elle va devenir une célébrité. Sauf que ce développement du football féminin, ça va pas du tout plaire à certains. Et en 1921, la puissante Association britannique de football va demander à ses membres, donc c'est-à-dire la plupart des clubs du pays, d'interdire aux femmes de fouler leur terrain. Donc de facto, les femmes ne pourront plus jouer au Royaume-Uni. Et ça va briser la carrière de pas mal de jeunes femmes, et notamment celle de Lily, qui du coup ne pouvait plus aussi facilement faire des compétitions. Et il faut savoir que cette interdiction va rester en vigueur jusqu'à 1971. Alors parlons d'un autre sport très populaire, le rugby. Un sport qui quand même a intégré tardivement les Jeux Olympiques puisque le rugby à 7 a fait son entrée au JO en 2016 à Rio. Et là on va parler d'une véritable pionnière, on va parler de Marie Oudré, qui a été une femme très très avant-gardiste, très moderne, très féministe. Elle a été mariée 3 fois, elle a fait des études, elle est devenue enseignante, puis ensuite elle est devenue médecin, et elle avait une passion, le rugby. Elle-même était joueuse, elle était entraîneuse. Et le problème, c'est qu'en France, quand même, les gens n'étaient pas favorables. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de critiques contre le rugby féminin. On trouvait que c'était trop dangereux pour les fragiles femmes, et surtout que c'était inesthétique. Et même parmi les sportives, hein, par exemple, si on prend la tenniswoman Suzanne Langlin, elle dira que le rugby féminin, c'était complètement inesthétique et que les femmes ne devaient pas jouer au rugby. Et donc, pour diffuser le rugby féminin, Marie va développer la barrette. Donc, c'est une version du rugby un peu moins violente. Et la barrette va réussir à avoir son petit succès. Hein. En 1920 est tenu le premier grand tournoi de barrette. Mais malheureusement, ça encore, c'était jugé beaucoup trop violent pour les médias de l'époque. Et dans les années 30, le sport va disparaître parce que vraiment le rugby féminin avait bien trop mauvaise presse. Et il va falloir attendre les années 60 pour que le rugby féminin ressuscite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, déposer un pouce, c'est vraiment génial. Et moi, je vous dis à très bientôt pour parler de nouvelles badass et de nouveaux sports. Salut!